Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Je me souviens encore de la lumière blafarde du cabinet médical, du silence après l'annonce. Le mot « cancer » s'est échappé des lèvres du médecin comme un couperet, et tout s'est figé autour de moi. J'avais 38 ans, une fille merveilleuse de 10 ans, et soudain, plus aucune certitude. Mon mari, Thomas, m'a serré la main sans chaleur, les yeux rivés au sol. Il n'a pas posé de questions, n'a pas pleuré. Moi, je fixais un point invisible, essayant de ne pas m'effondrer. C'était comme si la vie me quittait sans bruit, et que plus rien ne tiendrait debout. Le trajet du retour s'est fait dans un silence pesant. Chaque virage me rapprochait d'un quotidien que je savais déjà perdu. À la maison, Thomas m'a laissé seul dans la chambre pendant qu'il allait prendre l'air. J'ai enfilé mon pyjama comme un automate et je me suis allongée, incapable de bouger. Tout me faisait mal, même respirer. Les larmes ne coulaient pas encore, c'était pire, c'était l'anesthésie du choc. Une seule pensée me traversait l'esprit, je n'étais pas prête à mourir, mais lui, était-il prêt à rester? Les semaines suivantes furent un calvaire. Chaque séance de chimiothérapie me vidait un peu plus, et Thomas semblait s'effacer avec moi. Il m'accompagnait à l'hôpital, mais passait le trajet entier sur son téléphone. À la maison, il se disait épuisé, restait enfermé dans son bureau ou s'endormait devant la télévision. J'aurais voulu le confronter, mais je n'avais plus la force. Je luttais contre la nausée, la chute de mes cheveux, et un sentiment grandissant d'abandon. Chaque nuit, je me tournais vers lui, espérant un mot, un geste. Mais il ne restait que son dos. Quand les amis demandaient de mes nouvelles, il répondait à ma place, avec des mots creux. Moi, je me contentais de sourire, de peur que la vérité n'éclate trop tôt. Je n'étais plus sa femme, j'étais devenue une obligation, une tâche à gérer entre deux réunions. Même nos repas étaient silencieux, comme deux étrangers partageant un toit. J'espérais qu'il avait juste peur, qu'il ne savait pas comment réagir. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait: il n'est pas là, parce qu'il ne veut plus l'être. Et ce murmure allait bientôt devenir un cri. Un mardi, en rentrant plus tôt que prévu de l'hôpital, j'ai entendu sa voix. Thomas riait doucement dans le salon, au téléphone. Je me suis arrêtée net dans l'entrée, intriguée. Puis il a dit, d'un ton détaché: elle ne va même pas tenir longtemps. Mon cœur s'est arrêté. Il parlait de moi. Je me suis figée, tenant encore ma perfusion à moitié vide dans le sac plastique. Et puis il a ajouté, comme un soulagement: on sera tranquille très bientôt. Je me suis sentie disparaître. Il avait dit ça avec légèreté, comme s'il parlait d'une valise qu'on allait enfin poser. Je suis restée cachée, glacée, tremblante. Sa voix se faisait plus douce, plus complice. Il parlait à une autre. Il faisait des projets. Sans moi. Alors que je combattais un cancer, lui préparait déjà ma sortie. J'avais cru que l'indifférence était la pire des violences. J'avais tort. La trahison silencieuse est bien plus cruelle. Et ce jour-là, j'ai compris que je n'étais pas seulement malade. J'étais trahie. Je suis restée immobile dans l'entrée, incapable de faire le moindre geste. Mon souffle était court, ma gorge serrée, comme si une main invisible m'étranglait. Les mots de Thomas résonnaient encore dans ma tête, comme un écho cruel. Il avait tourné la page avant même que la mienne ne se ferme. Je n'étais plus qu'un poids pour lui, une gêne qu'il attendait de voir disparaître. Mon corps était déjà affaibli, mais cette douleur-là était bien plus profonde. Elle brûlait là où les médicaments ne pouvaient rien. Je suis montée lentement dans la chambre, chaque marche me semblait une montagne. Je me suis regardée dans le miroir, un visage creusé, des cernes sombres, des yeux éteints. Mais dans ce regard vide, une étincelle s'était rallumée. J'avais compris qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, que plus rien ne serait jamais comme avant. Il m'avait trahi dans le moment le plus vulnérable de ma vie. Et s'il croyait que j'allais mourir en silence, il se trompait. À partir de ce moment-là, quelque chose en moi a changé pour toujours.
Enfermée dans notre chambre, j'ai ouvert un carnet et commencé à écrire. Les mots sortaient comme un flot douloureux, une lettre d'adieu, un cri que personne n'entendrait. J'ai décrit ma fatigue, ma peur, mon dégoût. Je voulais qu'il sache, un jour, tout ce que j'avais enduré pendant qu'il me regardait mourir sans sourciller. Je croyais que ces lignes seraient les dernières, que je ne reverrais plus jamais le jour se lever. Mes mains tremblaient, mais j'écrivais sans m'arrêter, jusqu'à ce qu'une photo attire mon regard. C'était Zoé, souriante, tenant un dessin où nous étions tous les trois. Mon cœur s'est fendu en deux. Je ne pouvais pas partir. Pas sans me battre. Pas sans lui montrer que je valais plus que son mépris. J'ai jeté le stylo, refermé le carnet, et j'ai pleuré pour la première fois depuis des semaines. Pas de douleur, mais de rage. Il ne m'enterrerait pas vivante. Il voulait me voir disparaître? Alors j'allais lui offrir un spectacle qu'il n'oublierait jamais. Je n'allais pas mourir, j'allais renaître. Le lendemain, j'ai repris le contrôle. J'ai observé Thomas avec attention, noté ses habitudes, ses absences, ses excuses bancales. Je ne disais rien. Il croyait que j'étais faible, que je ne voyais rien. C'était parfait. Le silence est une arme quand on sait s'en servir. J'ai repris contact avec une ancienne amie de lycée, devenue détective privée. Elle a accepté de m'aider sans poser de questions. En quelques jours, elle m'a livré des vérités que je n'étais pas prête à entendre. Thomas menait une double vie depuis plus d'1 an. Ce n'était pas une simple aventure, c'était un monde parallèle qu'il avait construit, loin de moi et de notre fille. Il se retrouvait avec cette femme dans un appartement qu'il louait en cachette. Et ce n'était pas la seule. Tout était méthodiquement organisé, comme si j'avais disparu depuis longtemps. J'avais mal, oui. Mais chaque nouvelle révélation me donnait une force nouvelle. Je n'étais plus une victime. J'étais une femme qui allait reprendre sa place. Une semaine plus tard, je reçois un dossier épais, enveloppé de silence. À l'intérieur, des photos, des relevés bancaires, des messages imprimés. Thomas ne menait pas une double vie, mais une triple trahison. Il voyait une certaine Manon depuis 8 mois, et une autre, prénommée Clémence, depuis presque 2 ans. La première était enceinte de 4 mois. Mon cœur s'est glacé. Pendant que je me battais pour vivre, il propageait sa vie ailleurs, insouciant. J'ai refermé le dossier avec une lenteur calculée, comme on enterre un cadavre. Il ne me restait plus une seule larme. J'avais tout donné à cette guerre invisible. La douleur s'était transformée en acier froid, et mes gestes devinrent méthodiques. Je cachai le dossier au fond de l'armoire et repris ma routine comme si de rien n'était. Le visage que je lui montrais était celui d'une femme résignée, mais en moi, chaque cellule brûlait d'une colère muette. Il pensait que j'étais fragile. Il ne savait pas que les femmes brisées deviennent les plus dangereuses. La vérité m'avait réveillée. Et je n'avais plus aucune pitié. 3 jours plus tard, je me rendis seule à l'hôpital pour une nouvelle évaluation. Le médecin feuilletait mes résultats avec un froncement de sourcils. Puis il leva les yeux vers moi, surpris. Les marqueurs avaient chuté, le traitement fonctionnait mieux que prévu. Mon corps réagissait positivement. Un frisson m'a parcouru. J'étais en train de gagner du terrain, contre toute attente. Je suis restée silencieuse, mais un sourire presque imperceptible a traversé mon visage. C'était le premier depuis longtemps. Sur le chemin du retour, je me suis assise sur un banc, face à un arbre en fleurs. Le monde semblait encore cruel, mais pour la première fois, je n'étais plus une proie. C'était comme si la trahison m'avait renforcée, m'avait rendue imperméable à la peur. Le cancer reculait, et avec lui, l'emprise que Thomas avait sur ma vie. J'étais plus forte que je ne l'imaginais. Il ne s'en doutait pas encore, mais chaque victoire médicale me rapprochait d'un autre combat. Et celui-ci, je comptais bien le gagner aussi. En rangeant la bibliothèque du salon, je tombais sur une vieille enveloppe oubliée. Elle contenait un relevé bancaire au nom de Thomas, mais émis par une banque à Dubaï. Mes mains ont tremblé. J'ai ouvert mon ordinateur
À l'aide des informations collectées par la détective, j'ai accédé à un compte caché. Plus de 200 000 € y dormaient. De l'argent qu'il avait détourné de notre entreprise familiale, que je croyais au bord de la faillite. Ce n'était plus une trahison intime. C'était une escroquerie. Il m'avait menti sur tout. Même les vacances qu'on n'avait pas pu faire par manque de moyens n'étaient qu'une mascarade. Il vivait dans le luxe avec ses amantes, pendant que je comptais les centimes pour les médicaments. J'ai imprimé tous les documents, les ai classés dans un dossier rouge marqué « Preuve ». Ce n'était plus seulement une vengeance personnelle, c'était une question de justice. Il m'avait volé en tant qu'épouse, mais aussi en tant qu'associée. Et je comptais bien tout reprendre, jusqu'au dernier centime. Je pris rendez-vous avec Maître Delatour, l'avocat qui avait rédigé notre contrat de mariage. Il me reçut dans son bureau feutré, loin du tumulte de ma vie. Sans détour, je lui racontai tout, la maladie, les maîtresses, le compte à Dubaï. Il m'écouta sans m'interrompre, prenant des notes avec précision. Puis il me regarda droit dans les yeux, il creuse lui-même sa tombe. Vous, attendez le bon moment. Il me proposa une stratégie simple, mais redoutable. Je devais me faire oublier, disparaître de ses soupçons. Nous allions collecter toutes les preuves nécessaires avant de frapper fort. Il m'expliqua que si j'agissais trop vite, il pourrait dissimuler son argent, effacer ses traces. Mais si j'attendais qu'il pense avoir gagné, il tomberait de plus haut. Je sortis du cabinet l'esprit clair, comme lavé. Je n'étais plus une victime. J'étais une joueuse dans une partie d'échecs, et mon prochain mouvement allait être décisif. Il m'avait sous-estimé. Il allait apprendre, dans la douleur, ce que cela coûte. Le jour de mon anniversaire arriva dans un silence glacial. Thomas, fidèle à lui-même, me tendit un petit paquet mal emballé. À l'intérieur, une écharpe en acrylique bon marché. Je les remerciai avec un sourire forcé, pendant qu'il regardait distraitement son téléphone. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais organisé un dîner ce soir-là, pas pour célébrer, mais pour exposer. J'avais convié Élise, une journaliste d'investigation que j'avais connue dans ma jeunesse. Elle enquêtait sur les abus d'hommes d'affaires en apparence irréprochables. Autour d'un verre de vin, je lui ai montré les photos, les relevés, les messages, tout ce que j'avais. Elle n'a posé qu'une question: tu es prête à ce que ça éclate? J'ai hoché la tête. Ce ne serait plus une guerre privée. Ce serait public, implacable. Pendant que Thomas croyait m'humilier avec ses cadeaux minables, je préparais sa chute dans les moindres détails. Ce soir-là, je suis rentrée tard. Il ne m'a rien demandé. Il s'en fichait. Et moi, je savais que bientôt, ce serait lui qui supplierait qu'on le laisse tranquille. Zoé, ma fille, avait remarqué que quelque chose clochait. Elle devenait silencieuse, inquiète, observait tout sans rien dire. Un soir, alors que je rangeais la cuisine, elle m'a demandé « Pourquoi papa est tout le temps absent ?» J'ai senti mon cœur se briser, mais je n'ai rien montré. Elle ne devait pas porter ce fardeau. Je lui ai simplement dit que papa avait beaucoup de travail. Mais je savais qu'elle méritait mieux. Elle méritait un environnement sain, loin du mensonge, loin de la tension. J'ai décidé de l'inscrire dans une école privée à la campagne, près de chez mes parents. Ils ont accepté de l'accueillir sans poser de questions. Zoé n'a pas protesté. Elle a juste demandé « Tu viendras me voir ?» Je l'ai prise dans mes bras, les larmes aux yeux, et j'ai promis. La protéger était devenue ma priorité absolue. Elle ne devait pas être le dommage collatéral de la guerre que je menais. En l'éloignant, je lui offrais du calme. Et à moi, la liberté d'agir, sans retenue. Un soir, alors qu'il s'endormait sur le canapé, Thomas laissa son téléphone allumé sur la table basse. Une notification apparut brièvement sur l'écran. J'ai tendu la main, hésitante, puis je l'ai lu « Bébé, je suis en retard. À ce soir. Je t'aime. » C'était signé « Manon ». Mon sang s'est glacé. J'ai pris une photo de l'écran, calmement, sans un mot.
Il dormait profondément, inconscient de la tempête qui grandissait juste à côté de lui. Ce message, c'était la pièce manquante. Je me suis enfermée dans la salle de bain, tremblante. C'était une chose de savoir, une autre de le lire avec autant de clarté. Il m'appelait « bébé » pendant que je perdais mes cheveux en chimiothérapie. Il planifiait ses soirées pendant que je luttais pour garder ma fille en sécurité. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Ce n'était plus une femme brisée. C'était une femme en feu. Il avait joué avec la mauvaise personne. Et s'il pensait que sa réputation allait survivre à tout ça, il se trompait lourdement. L'article parut une semaine plus tard, un jeudi matin, dans un magazine à grand tirage. En une, le visage caché d'un chef d'entreprise modèle. En pages intérieures, photos, témoignages, documents. Tout était là. La double vie, les amantes, les détournements de fonds. Le dossier était signé Élise, avec un ton froid et implacable. Le téléphone de Thomas explosa en appels et messages. Il hurla, jeta son ordinateur contre le mur, puis m'accusa d'être derrière tout ça. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée de le regarder en silence. Ce fut la première fois que je vis la panique dans ses yeux. Il se doutait, mais il ne voulait pas croire que j'étais capable de tant de stratégie. Moi, la malade, la pauvre épouse affaiblie. Il m'avait oublié. Il avait sous-estimé ma rage, mon intelligence, ma patience. Il tenta de joindre la rédaction du magazine, mais personne ne décrocha. La bombe était lâchée. Et elle ne pouvait plus être arrêtée. J'étais celle qu'on regardait comme une victime, mais ce jour-là, j'étais la main qui tenait l'allumette. Les jours suivants furent un déluge. L'entreprise suspendit Thomas temporairement. Une enquête interne fut lancée sur ses activités financières. Ses partenaires se désolidarisèrent, un à un. Sa maîtresse enceinte, Manon, disparut sans explication, coupant tout contact. Thomas ne mangeait plus, ne dormait plus. Il tournait en rond dans la maison comme une bête piégée. Il criait sur tout, sur rien, fracassa un vase contre le mur en hurlant « Tout le monde me trahit ». Je l'observais de loin, sans dire un mot. Sa chute était plus rapide que je ne l'avais imaginé. Il s'enfonçait dans sa propre folie, rongé par la peur, la honte, et surtout, l'impuissance. Je n'avais pas besoin de lever la voix. Il se détruisait tout seul. Le monde autour de lui s'effondrait, comme un château de cartes. Et moi, je restais debout. Plus forte que jamais. Car ce n'était que le début. Il n'avait encore rien vu. Ce soir-là, après un énième accès de rage, Thomas est monté dans la chambre. Il m'a trouvée assise sur le lit, calme, les bras croisés. Nos regards se sont croisés, et pour la première fois, je n'ai pas baissé les yeux. « C'est toi qui t'es trahi », ai-je simplement dit. Il a serré les poings, a reculé, puis, m'a giflé. Le choc fut brutal, mais pas autant que le silence qui suivit. Il venait de franchir une ligne qu'on ne franchit jamais. J'ai tourné la tête, les yeux secs, le cœur de pierre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je me suis levée lentement, j'ai ramassé mon sac déjà prêt sous le lit, et je suis sortie. Dans le couloir, il a crié mon nom, mais je n'ai pas répondu. Je suis allée directement au commissariat. J'ai porté plainte, calmement, méthodiquement. Puis j'ai appelé un taxi. Cette nuit-là, je n'ai plus jamais dormi sous le même toit que lui. Ce n'était plus une guerre émotionnelle. C'était devenu une guerre légale. Et cette fois, j'avais toutes les armes. Ma sœur m'a accueilli à bras ouverts, sans poser de questions. Dans sa petite maison de banlieue, j'ai trouvé un peu de paix. Le lendemain, j'ai repris les traitements. Cette fois, une chimiothérapie plus agressive, plus violente. Mon corps souffrait, mais mon esprit restait clair, déterminé. Je n'étais plus seulement malade, j'étais en mission. Chaque injection était un pas de plus vers la justice. Mon reflet dans le miroir était méconnaissable, mais derrière la pâleur, une force brute grandissait. Entre deux séances,
je relisais mes dossiers, rassemblais les preuves, complétais les dépositions. Mon avocat avançait aussi de son côté. Nous étions prêts. Thomas ne savait pas où j'étais, et son silence m'arrangeait. Il croyait peut-être que j'étais brisée, cachée, anéantie. Mais j'étais en reconstruction. Chaque jour sans lui était une victoire. Je renaissais dans l'ombre. Et bientôt, j'allais revenir à la lumière, plus forte que jamais. Un mois plus tard, la convocation tomba. Thomas devait comparaître pour abus de biens sociaux et escroquerie. L'entreprise avait déposé plainte, les actionnaires réclamaient des comptes. Je suis allée au tribunal, voilée sous un foulard, assise discrètement dans la dernière rangée. Quand il entra dans la salle, il semblait amaigri, nerveux, perdu. Puis il m'aperçut. Nos regards se croisèrent. Il blêmit. Il savait. Il avait compris. Derrière sa chute, c'était moi. Il tenta de détourner les yeux, mais c'était trop tard. Le juge lut les accusations. Les preuves étaient solides, irréfutables. Les avocats de l'entreprise parlaient avec assurance, documents à l'appui. Moi, je restais muette, droite, le cœur battant. Ce jour-là, je ne l'ai pas vaincu par la haine. Je l'ai vaincu par l'intelligence, la patience et la vérité. Thomas n'était plus l'homme puissant que tout le monde craignait. Il était nu, exposé. Et moi, pour la première fois depuis des mois, je respirais. Je pensais avoir gagné un peu de répit. Mais 3 mois après le procès, mon corps a recommencé à s'épuiser. Les douleurs sont revenues, plus sourdes, plus profondes. Les examens n'ont pas laissé de place au doute, des métastases. Cette fois, le cancer avait touché le foie. Le médecin m'a regardé avec une tristesse contenue, « Préparez-vous. » Je suis sortie sans pleurer. Il ne fallait pas que la peur reprenne le dessus. J'avais déjà fait face à pire. Mais au fond, je savais que le compte à rebours avait recommencé. De retour chez ma sœur, je me suis enfermée dans la chambre. La colère ne me portait plus. Seule la fatigue régnait maintenant. J'avais gagné une guerre, mais je perdais une autre. Je pensais à Zoé, à ce qu'elle comprendrait, à ce que je devrais lui dire. Mon corps me trahissait à nouveau, mais cette fois, je n'avais plus l'énergie pour me battre aussi fort. Pourtant, je n'étais pas prête à abandonner. Il me restait une chose à faire. Une dernière chose, avant de partir. Je passais les jours suivants à ranger ma vie. J'organisais mes papiers, préparais mon testament, écrivis des lettres. Une pour ma sœur, une pour Zoé, et une, pour Thomas. Non pas par faiblesse, mais par nécessité. Il fallait qu'il sache. Pas tout ce que j'avais souffert, non, mais ce que j'avais compris. Je lui ai pardonné. Pas pour lui, mais pour ne pas emporter cette douleur avec moi. Ma lettre était simple, lucide. Froide et claire comme l'hiver. Je lui écrivis que malgré tout, j'avais aimé. Et que cet amour, même trahi, ne méritait pas de finir dans la haine. Je voulais partir légère. Et le plus grand châtiment qu'il pouvait recevoir, c'était ce pardon. Parce qu'il n'effaçait rien. Il exposait seulement ce qu'il avait perdu. Quand j'ai fini d'écrire, j'ai scellé l'enveloppe avec mes mains tremblantes. Puis je l'ai confiée à mon avocat. Il savait quand la remettre. Au moment exact où Thomas comprendrait que tout était terminé. Et qu'il ne pourrait plus rien réparer. Le lendemain, Thomas se présenta au tribunal pour une dernière audience de conciliation avec les associés. En entrant dans le hall du palais de justice, un assistant lui remit une enveloppe. Il la reconnut aussitôt, mon écriture. Il ouvrit, lut, et s'arrêta net. Les mots le transpercèrent. Ses jambes se dérobèrent, il s'effondra sur le sol, en pleine foule. Il cria mon nom, comme un homme noyé appelant au secours. Mais il n'y avait plus personne pour lui répondre. Il avait tout détruit de ses propres mains. Les gens autour le regardaient sans comprendre. Il tenait la lettre contre sa poitrine, le visage défait. Les mots que j'avais écrits étaient sa condamnation silencieuse.
Ce n'était ni la justice, ni les médias, ni l'entreprise qui l'avait détruit. C'était moi. Moi, que tout le monde pensait perdue. Moi, que lui croyait déjà morte. Ce jour-là, il n'a pas perdu une femme. Il a perdu sa dernière chance de rédemption. Et il l'a su. Trop tard. J'ai été admise dans une unité de soins palliatifs, dans une chambre blanche aux rideaux clairs et à la lumière douce. Les infirmières étaient attentionnées, les médecins discrets, presque tendres. Chaque geste était lent, précis, humain. Je n'étais plus une patiente à guérir, j'étais une femme qu'on accompagnait vers la fin. Le silence des couloirs me berçait comme une mer tranquille. J'avais accepté. Pas par résignation, mais parce que j'avais fait tout ce que je devais faire. Mon combat n'était plus contre la mort, mais pour un dernier souffle de paix. Zoé m'appelait tous les jours. Sa voix était légère, joyeuse, sans savoir. Je ne lui avais rien dit. Pas encore. Je voulais préserver son insouciance, son enfance. J'attendais le bon moment, même s'il approchait à grands pas. Parfois, je fermais les yeux et j'imaginais ses bras autour de moi, son rire dans le couloir. Ce n'était pas un hôpital que je voyais, mais un jardin. Je voulais que mes derniers souvenirs soient doux. Et surtout, je voulais partir avec elle dans le cœur, pas dans les larmes. Thomas avait tenté plusieurs fois de me joindre. Il avait laissé des messages, envoyé des lettres, supplié mes proches. Mais je ne voulais plus entendre sa voix. Pas parce que je le haïssais, mais parce que je ne voulais plus revenir en arrière. Ce que nous avions eu n'existait plus. Il m'avait volé mes années, ma santé, ma dignité. Et maintenant, il se réveillait, trop tard, avec des regrets qui ne servaient à rien. Pardonner ne voulait pas dire oublier. Et je n'avais plus de temps à lui accorder. Il envoya un bouquet immense, blanc, silencieux, sans mots joints. Je le fis placer dans la salle commune. Les autres patients méritaient de la beauté. Moi, je n'avais plus besoin de gestes spectaculaires. Il avait eu toutes ses chances. Et il les avait brûlées une à une. Mon pardon lui appartenait déjà, mais ma présence, non. Il devait vivre avec son absence, avec son vide, avec cette lettre qu'il relirait sans fin. C'était ça, sa punition, survivre, là où moi, je partais en paix. Un matin, je me suis réveillée différente. Mon corps était lourd, mes paupières collantes, mais mon cœur était calme. Je sentais que le moment approchait. Je demandai un stylo et mon carnet. J'y écrivis une dernière phrase, je suis restée debout jusqu'au bout. Rien de plus. Pas d'adieu tragique, pas de plainte. Seulement cette vérité. Puis je posai le carnet sur la table de chevet. Je regardai longuement par la fenêtre, le ciel était bleu, sans nuages. Ma respiration ralentissait. Je n'avais pas peur. J'avais aimé, j'avais souffert, j'avais lutté. Et au final, j'étais restée fidèle à moi-même. Ce jour-là, je ne suis pas morte dans la douleur. Je suis partie dans le silence. Une infirmière est entrée plus tard, elle m'a trouvée paisible, presque souriante. Il n'y avait rien de tragique. Seulement, la fin d'un voyage. Un voyage fait de larmes, de courage et d'une dignité qu'il n'avait jamais pu m'enlever. Le jour de la lecture du testament, la salle de l'étude notariale était silencieuse. Thomas était là, assis au fond, pâle, les traits tirés. Ma sœur, Zoé et l'avocat maître de la tour occupaient les premières places. Le notaire lut chaque mot que j'avais rédigé avec soin. J'avais laissé tout ce que je possédais à Zoé, mes économies, les parts de l'entreprise, et la maison de mes parents. Une somme importante allait aussi à un centre de recherche contre le cancer. Pour Thomas, rien. Pas un objet. Pas un souvenir. Il ne protesta pas. Il baissa simplement la tête, comme un condamné qui accepte son sort. Il avait déjà compris, bien avant cette lecture, qu'il m'avait perdu pour toujours. Le silence autour de lui était plus dur que n'importe quelle parole. Il regarda brièvement Zoé, mais elle détourna le regard. Pour elle aussi, il ne restait plus rien.
Il sortit de la salle sans un mot, tenant encore ma lettre dans sa veste. Elle était tout ce qu'il lui restait de moi. Et c'était amplement suffisant. Thomas disparut des cercles sociaux, des journaux, des dîners d'affaires. Il vendit son appartement, liquida ses comptes, changea de nom. Il vivait seul dans un studio minuscule à la périphérie de la ville. Chaque matin, il se levait, buvait un café amer, et relisait ma lettre. Il ne travaillait plus. Il passait ses journées à marcher dans les rues, à croiser des visages qui ne le reconnaissaient plus. Son reflet dans les vitrines lui faisait peur. Il n'était plus rien. Et il le savait. Il avait gardé une seule chose, un cadre posé sur sa table de nuit. À l'intérieur, ma lettre, pliée avec soin. Il la relisait chaque soir, comme une prière silencieuse. Non pas pour demander pardon, mais pour ne jamais oublier. Ce n'était pas la prison ni la ruine qui le punissaient. C'était la conscience. Le poids écrasant de ce qu'il avait détruit. Il avait été aimé. Il avait été pardonné. Mais il ne serait plus jamais digne de cet amour-là. Et cela, le rongeait. Zoé grandit, forte, belle et déterminée. Elle parla souvent de moi, sans honte, sans douleur. Elle disait que j'étais une battante, une femme qui avait tout donné, jusqu'à la dernière seconde. Elle garda toutes mes lettres, les relut à chaque étape importante de sa vie. Et un jour, elle écrivit un livre. Un hommage. Pas à une martyre. Mais à une femme qui avait su rester debout au milieu de la tempête. Le livre devint un succès. Et mon histoire, une voix pour tant d'autres. Elle se rendait chaque année à l'hôpital où j'avais passé mes derniers jours. Elle y apportait des fleurs, parlait avec les malades, partageait mon parcours. Elle ne laissa jamais mon nom tomber dans l'oubli. Car elle savait que les vraies héroïnes ne portent pas de cape. Elles portent des cicatrices. Et les siennes, elle les portait avec fierté. Mon souvenir vivait en elle, dans ses gestes, dans sa force. J'étais partie. Mais je n'avais jamais été aussi vivante. Tu as aimé cette histoire? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt. Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Depuis l'accident de moto qui a emporté mon mari, ma vie s'est figée dans un silence glacial. Les murs de la maison me semblent étrangers, remplis d'ombre et d'odeurs qu'il a laissées. Je n'ai plus touché à rien. Son blouson est encore suspendu derrière la porte, ses chaussures bien alignées sous le banc de l'entrée. La nuit, je dors à peine, envahi par les souvenirs qui me dévorent. Le simple fait de respirer me donne l'impression de trahir son absence. J'ai perdu l'homme de ma vie, mais aussi toute envie de continuer à vivre. Les jours passent sans relief, avalés par une routine vide de sens. J'erre dans les pièces sans but, m'effondrant parfois sans raison. Mes proches m'ont proposé de l'aide, mais j'ai refusé, ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est de survivre à l'amour. De toutes ces affaires, il y en a une que je n'ai jamais osé approcher, sa voiture. Elle est restée là, garée devant la maison, couverte de poussière. Chaque fois que je la vois par la fenêtre, une douleur sourde me transperce. Elle semble attendre son retour, tout comme moi. Pendant des mois, je n'ai pas osé l'approcher. C'était son domaine, son espace, un prolongement de lui-même. Même après sa mort, je n'ai jamais trouvé la force d'ouvrir les portières. Mais ce matin-là, sans prévenir, quelque chose a changé. J'ai décidé que je ne pouvais plus continuer à vivre dans ce passé figé. J'ai sorti les clés du tiroir, celles qu'il utilisait tous les matins avec tant d'enthousiasme. Elles étaient froides dans ma main, comme si elles savaient qu'il ne reviendrait jamais. J'ai marché lentement jusqu'à la voiture, les jambes molles, le cœur serré. Le véhicule était sale, mais intact, comme figé dans le temps. J'ai passé mes doigts sur la carrosserie avant d'ouvrir doucement la portière. L'odeur m'a frappé de plein fouet, son parfum boisé, toujours présent, m'a coupé le souffle. Je me suis installée au volant pour la toute première fois.
Mes mains tremblaient sur le cuir, et les larmes sont montées sans que je puisse les retenir. J'avais l'impression d'entrer dans un sanctuaire. Mais avant de pouvoir la vendre, je devais la nettoyer. Et c'est là, en ouvrant le coffre, que tout a basculé. J'ai commencé par les sièges, les vitres, les tapis, chaque recoin semblait chargé de souvenirs. Je voulais rendre la voiture présentable, mais je me rendais surtout compte que je disais au revoir. Il y avait encore un CD dans l'autoradio, sa musique préférée, celle qu'il chantait en riant. J'ai nettoyé les poignées avec soin, puis je me suis attaqué au coffre. Des objets oubliés y dormaient, une lampe de poche, une couverture roulée, une bouteille d'eau vide. Tout semblait anodin, jusqu'à ce que mes doigts butent contre quelque chose de dur. Sous le tapis, un renflement étrange a attiré mon attention. J'ai tiré doucement, soulevé le tissu, et c'est là que je l'ai vu, une boîte métallique, ancienne, cachée avec minutie. Mon cœur s'est mis à battre à toute allure. Ce n'était pas un simple objet oublié. Elle était là pour une raison. Mes mains tremblaient. J'ai pris la boîte et je suis rentré précipitamment dans la maison. Je savais, au plus profond de moi, que cette boîte allait briser le peu d'équilibre qui me restait. Et pourtant, je devais savoir. La boîte était en fer, cabossée sur un coin, fermée par un vieux cadenas rouillé. Elle ne semblait pas appartenir à notre quotidien. Elle portait des marques du temps, comme si elle avait été cachée là depuis des années. Je l'ai posée sur la table de la cuisine, les mains tremblantes. Je n'avais pas mangé, pas bu, mais j'étais animée par une énergie fébrile. J'ai fouillé dans le tiroir à outils, trouvant un tournevis. J'ai inséré la lame dans le cadenas, et après quelques secondes de résistance, le métal a cédé dans un clac sec. L'ouverture de la boîte a libéré une odeur ancienne, un parfum de papier jauni et de secrets enfouis. À l'intérieur, une enveloppe fermée avec mon prénom écrit à la main, un petit carnet noir et plusieurs photos. Mon cœur s'est serré à la vue de son écriture, c'était bien lui. J'ai saisi l'enveloppe, mon nom griffonné dessus avec une familiarité qui m'a brisé. Je n'ai pas ouvert tout de suite. J'ai regardé les photos. Et ce que j'y ai vu a changé ma respiration. Mon mari n'était pas seul. Il y avait une femme. Et un enfant. Je n'arrivais pas à croire ce que mes yeux voyaient. Les photos montraient mon mari, souriant, portant un petit garçon sur ses épaules. À ses côtés, une femme que je ne connaissais pas lui tenait tendrement la main. Il semblait être une famille. Une vraie. Une famille parallèle à la mienne. J'ai senti la pièce tourner. Je me suis assise, incapable de formuler une pensée cohérente. Puis j'ai regardé à nouveau l'enveloppe. Il était temps de savoir. J'ai rompu le cachet. La lettre était longue, écrite de sa main, tremblante parfois. Il commençait par « Si tu lis ces mots, c'est que je suis parti pour de bon ». Il m'y avouait une vérité qu'il avait enfouie depuis trop longtemps. Il parlait d'un amour ancien, de regrets, d'erreurs qu'il n'avait jamais osé réparer. Il écrivait qu'il m'avait aimé sincèrement, mais qu'il avait été lâche. Qu'il n'avait jamais cessé de voir clair. Et que Thomas, leur fils, était né sans que je le sache. J'ai senti une douleur brûlante me traverser la poitrine. Je vivais dans un mensonge depuis plus d'une décennie. Chaque mot de sa lettre résonnait comme une gifle. Il disait avoir tenté de rompre avec elle à plusieurs reprises, sans jamais réussir. Il disait qu'il ne voulait pas me blesser, mais qu'il avait fini par blesser tout le monde. Il disait avoir vécu dans la peur que je découvre tout. Je l'imaginais mentir à chacun de nous, jonglant entre deux foyers. Il avait divisé son amour, son temps, son âme. Il avouait n'avoir jamais trouvé le courage de choisir. Et maintenant, il m'obligeait à porter ce fardeau à sa place. À la fin de la lettre, il m'indiquait une adresse à Lyon. Il y écrivait qu'il y avait là-bas une dernière chose qu'il souhaitait que je voie. Il me demandait pardon, mais ses mots sonnaient creux. Comment pouvait-on trahir ainsi et demander simplement pardon? J'ai fermé la lettre, incapable de contenir mes sanglots. Le monde que je croyais solide venait de s'effondrer. Mon mari n'était pas seulement mort.
Il était aussi un autre homme, un homme que je ne connaissais pas. Et désormais, il me fallait aller jusqu'au bout de cette vérité. Je suis restée des heures, assise devant ces photos, incapable de détourner le regard. Mon mari embrassant tendrement une femme, mon mari tenant dans ses bras un enfant qui lui ressemblait trait pour trait. Chaque image était une déchirure, une confirmation violente que j'avais vécue à côté d'un étranger. Je revoyais nos anniversaires, nos vacances, nos projets, pendant qu'il construisait une autre vie ailleurs. Il souriait, riait, semblait pleinement heureux, loin de moi. C'était une trahison lente, silencieuse, mais totale. J'avais été l'épouse officielle, mais pas la femme de sa vérité. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un moment d'égarement, une erreur isolée. Mais les dates au dos des photos couvraient des années. Leur fils grandissait, et moi, je vieillissais dans l'ignorance. Ce n'était pas une passade, c'était une famille cachée. J'avais l'impression de devenir folle. Je parlais à voix haute, je posais des questions dans le vide. Comment avait-il pu me regarder dans les yeux tous les jours, m'embrasser, partager mon lit, en me cachant tout ça? Je me sentais trahie jusqu'à la moelle, souillée par son silence. Il avait écrit une adresse à la fin de la lettre. C'était à Lyon, dans un quartier que je ne connaissais pas. Il y avait joint une note, « Tu comprendras quand tu y seras ». Je ne savais pas si j'en avais la force. Mais une rage silencieuse avait remplacé ma peine. J'avais besoin de réponses, pas pour le pardonner, mais pour affronter cette vérité. J'ai préparé un petit sac, pris mes papiers, et j'ai quitté la maison au petit matin, sans prévenir personne. La route m'attendait, et avec elle, la douleur nue. Je conduisais sans musique, sans radio, en silence. Le bruit du moteur accompagnait mes pensées comme un métronome funèbre. Chaque kilomètre me rapprochait de l'inconnu. Je ne savais pas ce que j'allais dire si je la voyais, ni ce que j'allais faire. Je voulais des explications, des faits, quelque chose pour m'accrocher. Il ne s'agissait plus de jalousie, mais d'identité. J'avais besoin de comprendre qui j'étais dans cette histoire. Si j'avais été la femme de sa vie, ou juste un chapitre parmi d'autres. Les heures passaient lentement. L'autoroute défilait, monotone, pendant que mes mains agrippaient le volant comme à une bouée. Je pensais à tous ces moments où il m'avait juré fidélité, à nos nuits partagées, à ses rires, tous contaminés désormais par le doute. Mon ventre se nouait, mes yeux brûlaient, mais je ne pleurais plus. Je retenais tout. J'étais vide, asséchée, comme si je m'étais transformée en pierre. La seule chose qui me faisait avancer, c'était cette adresse griffonnée, ce point final que je devais écrire moi-même. En entrant dans la ville, mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai suivi le GPS jusqu'à une petite rue bordée de platanes. Devant une maison au volet bleu, j'ai coupé le moteur. Je suis restée là, figée, incapable de descendre. Et puis, la porte s'est ouverte. Une femme est apparue. Elle avait la cinquantaine, les cheveux foncés attachés en chignon, et elle m'a regardé droit dans les yeux. Comme si elle m'attendait. Comme si elle savait que ce moment arriverait. Elle a murmuré, sans hésitation, « Tu es Élise, n'est-ce pas ?» La maison était modeste, entourée d'un petit jardin soigné, des pots de fleurs aux fenêtres, une balançoire rouillée dans un coin. Elle avait ce charme calme des vies simples, mais mon cœur, lui, battait à toute vitesse. La femme qui m'a ouvert portait un gilet beige et un regard direct. Elle ne m'a pas demandé qui j'étais. Elle savait. Son visage était serein, presque résigné. Elle s'est effacée pour me laisser entrer. J'ai franchi le seuil, le souffle court, les jambes comme du coton. L'intérieur était chaleureux, plein de lumière et d'objets faits main. Rien de luxueux, mais une atmosphère familiale. Elle m'a proposé du thé, que j'ai refusé. J'ai à peine réussi à articuler, je viens de lire sa lettre. Elle a hoché la tête, comme si elle attendait ce moment depuis toujours. Il lui avait tout raconté, bien avant sa mort. Elle savait que je viendrais, un jour ou l'autre. Et maintenant, c'était là. Deux femmes assises face à face. La légitime et l'ombre.
liés par le même homme. Claire ne s'est pas justifiée. Elle a parlé avec une voix calme, sans arrogance ni pitié. Elle m'a dit qu'elle avait connu mon mari bien avant moi. Qu'ils s'étaient aimés jeunes, passionnément, mais que la vie les avait séparés. Il avait fait sa vie avec moi, elle avec un autre, mais ils s'étaient retrouvés un jour par hasard. Et à partir de là, ils ne s'étaient plus quittés. Elle savait qu'il était marié, qu'il mentait, mais elle l'aimait trop pour l'éloigner. Elle avait accepté de rester dans l'ombre, pour ne pas me briser. Elle n'avait jamais cherché à me nuire, disait-elle. Ce n'était pas de la haine, mais une forme de résignation. Elle savait que j'existais, moi je ne savais rien d'elle. Elle me regardait avec compassion, comme si elle comprenait mon effondrement. Mais je n'avais aucune compassion à offrir en retour. J'étais trop blessée. Trop humiliée. Je l'ai écoutée, sans dire un mot, le cœur en morceaux. C'était comme si ma vie entière avait été bâtie sur une fondation pourrie. Et elle, en face de moi, incarnait cette vérité nue. Puis elle l'a appelé. Il est entré dans la pièce avec hésitation, tenant un livre contre lui. Un garçon d'environ 12 ans, blond comme son père, avec ses mêmes yeux gris qui me hantaient. Il m'a regardé sans comprendre, avec cette innocence que rien ne devrait altérer. Elle lui a dit doucement, « Voici Élise ». Il a murmuré un bonjour, presque inaudible. J'ai ressenti un vertige. Ce garçon était le fruit de la trahison. Mais il n'y était pour rien. Et pourtant, sa présence me blessait plus que des milliers de mots. Je l'ai observé longuement. Il était poli, doux, discret. Mais je voyais en lui tous les mensonges que j'avais avalés pendant des années. Il avait grandi pendant que moi je me battais pour garder un mariage vivant. Il connaissait mon mari d'une manière que je n'avais jamais connue. Il avait eu son attention, sa tendresse, sa fierté. Je me sentais trahie 2 fois, comme femme, et comme femme stérile. Car moi, je n'avais jamais pu avoir d'enfant. Et ce garçon, lui, était la preuve vivante que mon mari avait offert à une autre ce que j'avais tant désiré. Après un long silence, Claire m'a invité à la suivre dans une petite pièce au fond du couloir. C'était la chambre de Thomas. Tout y respirait la douceur d'un enfant aimé, des livres bien rangés, une veilleuse en forme de lune, un dessin accroché au mur. Elle a ouvert une petite boîte posée sur une étagère et m'a tendu un écrin de velours bleu nuit. À l'intérieur, il y avait un collier. Mon collier. Celui que ma mère m'avait offert pour mes 30 ans et que j'avais perdu depuis longtemps. Mon sang s'est glacé. Elle m'a dit qu'il lui avait donné ce bijou lors d'un Noël, qu'il avait prétendu l'avoir acheté lui-même. J'ai eu la nausée. Non seulement il me trahissait, mais il volait mes souvenirs pour les offrir à une autre. Ce collier représentait tant pour moi, et il en avait fait une offrande dans son autre vie. J'ai refermé la boîte avec rage, incapable de la regarder. Chaque détail me révélait un peu plus l'ampleur de son mensonge. Mon mari n'avait pas seulement eu une double vie. Il avait effacé la mienne. Je suis sortie en courant, incapable de respirer, de penser, de me contrôler. Le monde autour de moi semblait tourner plus vite, comme s'il voulait m'éjecter de cette réalité. J'ai trébuché dans le jardin, me suis accrochée à un muret, j'ai crié sans un son. Les larmes ont coulé sans retenue. Mon cœur battait trop fort, ma gorge était sèche, j'avais envie de hurler. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Aussi docile? Pendant qu'il menait sa vraie vie ailleurs, moi je me battais seule contre la stérilité, la solitude, le vide. J'ai vomi derrière un arbre, mon corps rejetait tout. Toute cette trahison, cette saleté, cette humiliation. J'étais brisée, fissurée, abandonnée. Même morte, il réussissait à me blesser encore. Je n'avais plus rien à sauver. J'étais venue chercher des réponses, mais j'avais récolté du poison. Je ne savais même plus qui j'étais. Ni femme, ni épouse, ni veuve. Juste une coquille pleine de douleur. Et je savais que cette colère allait me détruire si je ne fuyais pas cette maison. Je suis rentrée à Paris au coucher du soleil, les yeux rougis, les joues trempées.
Le trajet du retour a été un long tunnel de silence et d'images obsédantes. À chaque feu rouge, je revoyais le visage de Thomas, les mains de Claire, le collier dans l'écrin. J'ai garé la voiture devant le cimetière, incapable de rentrer directement chez moi. Mes jambes m'ont porté jusqu'à sa tombe. Il faisait froid, le vent soufflait, les feuilles craquaient sous mes pas. Je me suis agenouillée devant la pierre, le cœur serré. Je lui ai parlé à voix basse, comme une folle, comme une femme abandonnée. Je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi m'avoir trahi, sali, laissé sans vérité. Je lui ai demandé s'il avait jamais eu honte. Ou s'il avait vécu heureux, avec 2 femmes à aimer, 2 mondes à posséder. Le silence m'a répondu, pesant, douloureux. Je suis restée là pendant des heures, à pleurer, à le maudire, à l'aimer encore malgré tout. Et en me relevant, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. 3 jours après mon retour, alors que je n'avais plus la force d'ouvrir les volets, quelqu'un a sonné à la porte. J'ai d'abord ignoré. Puis la sonnette a retenti de nouveau, insistante. En ouvrant, j'ai figé. C'était Claire. Seule. Le visage pâle, les traits tirés, elle tenait une enveloppe dans la main. Je n'ai rien dit. Elle non plus. Elle m'a simplement tendu la lettre en murmurant, « Il voulait que tu la reçoives en main propre ». Elle n'a pas cherché à entrer, elle est repartie aussitôt, sans un mot de plus. Je suis restée là, debout, l'enveloppe serrée contre moi, le cœur en feu. C'était son écriture, encore. Je suis allée m'asseoir dans la cuisine, incapable d'attendre davantage. En l'ouvrant, j'ai découvert une autre lettre de mon mari. Une lettre qu'il avait écrite avant sa mort, mais qu'il n'avait pas voulu laisser dans la boîte. Une lettre différente. Plus intime. Plus déchirante. Et plus lourde encore de conséquences. Dans cette lettre, il m'expliquait d'avoir fait un testament secret, rédigé sans notaire, conservé chez Claire. Il m'y léguait tout, la maison, les comptes, les biens, même ses carnets de notes. Il disait que Claire n'avait jamais voulu rien recevoir. Qu'elle avait accepté l'ombre sans rien réclamer. Mais il me suppliait de faire une seule chose, protège Thomas. Il n'a rien à voir avec mes fautes. En lisant ça, ma gorge s'est nouée. Il me demandait de pardonner, mais surtout de prendre soin de l'enfant de la trahison. Il ajoutait que Claire était malade. Gravement. En phase terminale. Qu'elle n'avait personne d'autre. Et que bientôt, Thomas serait seul. Mon cœur s'est refermé. Il ne me laissait aucun choix. Il voulait que je devienne la mère de ce garçon. Que je le recueille, que je l'aime, que je lui donne ce que j'avais toujours rêvé d'avoir moi-même. Je suis restée là, figée, en pleurs, la tête entre les mains. J'étais dévastée. Car je savais que, malgré tout ce qu'il m'avait fait, je n'aurais pas la cruauté de tourner le dos à cet enfant. Les jours suivants ont été un tourment silencieux. Je ne répondais plus au téléphone, je ne parlais à personne. J'étais consumée par un conflit intérieur insupportable. Comment accueillir l'enfant qui incarnait ma plus grande blessure? Comment séparer l'innocence de la douleur? Il n'avait rien demandé. Et pourtant, sa simple existence m'arrachait le cœur. Je passais mes nuits à marcher dans la maison vide, à chercher un signe, une direction, une paix que je ne trouvais pas. Un matin, épuisée par tant de larmes, je me suis regardée dans le miroir. Mon visage ne m'appartenait plus. J'étais devenue une femme étrangère. Une femme détruite. Et dans ce reflet, j'ai compris. Si je laissais cet enfant à son sort, je serais aussi lâche que lui. Je ne voulais pas être cette femme. Je voulais reconstruire, même à partir des ruines. J'ai pris mon sac, j'ai fermé la porte, et je suis montée dans la voiture. J'allais retourner à Lyon. Pas pour Claire. Pour Thomas. Quand je suis arrivée à Lyon, la lumière dans la maison semblait plus faible, comme si le lieu lui-même s'affaiblissait avec elle. Claire était alitée, le visage émacié, les yeux cernés mais toujours lucides. Elle m'a regardée avec douceur, sans surprise. Elle savait que je reviendrais.
Je me suis assise au bord du lit sans savoir quoi dire. Elle m'a murmuré un merci, les larmes aux yeux. Puis elle m'a pris la main, comme une dernière passerelle entre deux femmes brisées par le même homme. Elle m'a confié qu'elle n'avait jamais voulu cette situation, qu'elle aurait préféré être oubliée plutôt que cachée. Elle m'a parlé de Thomas, de ses peurs, de ses nuits sans sommeil à attendre un père qui partait toujours. Elle m'a dit qu'il avait besoin de stabilité, d'une figure forte, d'un foyer. Elle m'a demandé, non pas en amante vaincue, mais en mère mourante, ne l'abandonne pas, je ne pouvais plus détourner le regard. Ce n'était plus une question d'orgueil, mais d'humanité. Et quelque chose en moi a cédé. Je suis restée plusieurs jours à ses côtés, en silence, à l'écouter parler, à la regarder s'éteindre doucement. Elle ne se plaignait jamais. Elle voulait juste que Thomas ne souffre pas plus que nécessaire. Chaque soir, il venait s'asseoir à côté d'elle, posant sa tête contre son bras fragile. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait que quelque chose se brisait. Et moi, je le regardais. Plus je l'observais, plus je voyais ses gestes, ses doutes, ses silences, plus mon cœur se fissurait. Le dernier matin, elle m'a regardé longuement, sans un mot. Puis elle a pris une grande inspiration, et dans un souffle presque imperceptible, elle a dit, « S'il te plaît, aime-le comme s'il était à toi. » Je n'ai pas répondu. Mais dans mon regard, elle a compris. J'ai serré sa main une dernière fois. 1 heure plus tard, elle est partie, paisible, les yeux ouverts sur un monde qu'elle quittait sans regret. Et moi, j'étais là. En face de Thomas. Et pour la première fois, j'ai senti qu'il allait devenir ma responsabilité. Mon destin. L'enterrement fut modeste, mais chargé d'émotions. Quelques amis, des voisins, et moi. Thomas restait silencieux, debout près du cercueil, les poings fermés, les yeux secs. Il refusait de pleurer. Il voulait être fort, comme son père lui avait appris. Mais je voyais bien que ce silence était un cri muet. J'ai tenu sa main sans la lâcher une seule seconde. Il ne me regardait pas encore comme une alliée. Mais il ne luttait plus contre ma présence. Et c'était déjà beaucoup. Après la cérémonie, je l'ai emmené boire un chocolat chaud. Il n'a presque rien dit. Il jouait avec la cuillère, perdu dans ses pensées. Puis, dans un souffle, il m'a demandé, « Tu vas partir maintenant ?» J'ai senti ma gorge se nouer. Je lui ai répondu, « Non, je reste. » Il n'a pas souri. Il a juste baissé les yeux. Mais je savais que cette simple phrase, ce petit engagement, venait de tout changer. Il n'était plus seul. Et moi non plus. Quelques jours plus tard, je suis retournée à Paris avec Thomas. Le trajet fut silencieux, mais cette fois, ce n'était plus un silence hostile. C'était un vide à remplir, une transition fragile. Je l'ai installé dans la chambre d'amis, celle où personne ne dormait depuis des années. J'avais lavé les draps, aéré la pièce, placé un petit coussin sur le lit. Il m'a remercié sans me regarder, et s'est enfermé. Je n'ai pas insisté. J'ai respecté son rythme. Moi aussi, j'avais besoin d'apprendre à respirer autrement. Les premiers jours furent maladroits. Il ne parlait presque pas, ne posait aucune question, ne touchait à rien. Il passait ses journées dans un mutisme pesant, parfois assis près de la fenêtre à observer les passants. Mais peu à peu, un rituel s'est installé, un bol de chocolat le matin, une assiette vide le soir, un regard échangé de temps en temps. Un soir, en rangeant sa vaisselle, il m'a murmuré, « Tu cuisines comme elle. » J'ai souri sans répondre. Ce n'était pas une comparaison. C'était un lien. 1 mois après son arrivée, je suis tombée sur un carnet que mon mari avait laissé dans sa table de chevet. Je n'y avais jamais prêté attention. Mais ce jour-là, poussée par une force que je ne comprenais pas, je l'ai ouvert. C'était un journal. Il y notait des pensées, des doutes, des regrets. J'y ai lu des mots qu'il n'avait jamais osé me dire. Il y écrivait qu'il avait toujours été partagé entre 2 mondes. Qu'il m'aimait, profondément, mais qu'il s'était perdu en voulant tout conserver. Au fond du carnet, collé entre 2 pages, une clé USB.
Je l'ai branché à mon ordinateur avec appréhension. Il y avait une seule vidéo. Mon mari, assis dans notre salon, face caméra. Il avait les yeux rougis, la voix tremblante. Il s'adressait à moi et à Thomas. Il pleurait. Il disait qu'il avait eu peur toute sa vie. Peur de perdre, peur de choisir, peur de faire du mal. Et qu'au final, il avait tout gâché. Mais que malgré tout, il m'aimait. Et que Thomas était ce qu'il avait fait de plus beau. Je suis restée là, devant l'écran noir, les larmes coulant sans fin. J'aurais pu briser l'ordinateur, hurler contre lui, rejeter cette vidéo comme un acte de lâcheté. Mais je n'ai rien fait. J'ai pleuré en silence, avec tout le poids des années. Il m'avait détruite, oui. Mais il m'avait aussi offert la possibilité de renaître. Par Thomas. Cet enfant, fruit du mensonge, était devenu mon seul repère. Et à travers lui, je pouvais reconstruire quelque chose qui ressemblait à la vérité. Ce soir-là, je suis allée frapper doucement à la porte de sa chambre. Il m'a regardée avec ses grands yeux fatigués. Je me suis assise près de lui. Je lui ai raconté la vidéo. Je lui ai dit qu'il pouvait la regarder s'il en avait envie, mais qu'il n'était pas obligé. Il a hoché la tête, puis il m'a demandé si je lui en voulais, à lui. J'ai pris sa main dans la mienne et j'ai dit, non. Tu n'as rien fait de mal. C'était la première fois que je parlais avec mon cœur. Et c'était aussi la première fois qu'il me souriait. Avec le temps, nous avons appris à cohabiter. Nos silences sont devenus des complicités discrètes. Il me posait des questions timides sur ma jeunesse, je lui racontais mes souvenirs. Les repas sont devenus moins lourds, les rires ont doucement réapparu. Il s'autorisait à vivre, et moi, à le laisser entrer. Je ne le considérais plus comme un rappel vivant de la trahison, mais comme un enfant qui méritait d'être aimé. Parfois, je l'observais dormir, et je me demandais si mon mari, quelque part, nous regardait. Nous avons visité ensemble la tombe de Claire, un dimanche ensoleillé. Il a pleuré longuement dans mes bras. Ce jour-là, il m'a appelée « maman » pour la première fois. Je n'ai pas corrigé. Je n'ai pas résisté. Ce mot m'a transpercé de lumière et de douleur à la fois. Il ne remplaçait rien, il reconstruisait tout. À partir de cet instant, je n'étais plus seulement une femme brisée. J'étais une mère. Et c'est à travers lui que j'ai commencé, enfin, à me pardonner. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé de vendre la voiture. Celle par qui tout avait commencé. Je l'ai nettoyée une dernière fois, cette fois sans larmes. J'ai vidé le coffre, passé un chiffon sur le volant, refermé les portières avec douceur. Elle ne m'appartenait plus. Elle appartenait au passé. Au passé d'un homme que j'avais aimé et haï tout à la fois. Quand l'acheteur est venu la chercher, je n'ai pas tremblé. Je lui ai remis les clés comme on ferme un chapitre. De retour à la maison, j'ai ouvert une boîte en carton où j'avais conservé ses lettres, son carnet, la clé USB. Je n'ai rien jeté. Je les ai rangés dans un tiroir, sans colère, sans nostalgie. Ce n'étaient plus des blessures, mais des marques. Des preuves que j'avais survécu à tout ça. Thomas m'a regardé, interrogatif, et j'ai répondu sans qu'il ait besoin de parler, il fait partie de notre histoire, mais il n'écrira pas notre avenir. Et il a hoché la tête, en silence, comme s'il comprenait parfaitement. Un an plus tard, j'ai rencontré Julien. Un homme calme, tendre, veuf lui aussi, professeur de littérature au collège de Thomas. Nous avons commencé par parler de livres, puis de nos douleurs. Il n'a rien précipité. Il m'a regardé comme personne ne m'avait regardé depuis longtemps, sans attente, sans jugement. Il a rencontré Thomas au bout de quelques mois, et entre eux, une affection sincère s'est tissée. J'avais peur. Mais cette fois, il n'y avait pas de mensonge. Seulement une seconde chance. Aujourd'hui, nous vivons tous les trois, dans la même maison, remplie de souvenirs et d'avenir. Les photos de Claire et de mon mari sont là, dans un coin discret du salon. Pas pour faire mal, mais pour ne pas oublier. Thomas les regarde parfois,
puis revient vers moi. Et quand il m'appelle, maman, je sais que malgré toute la souffrance, malgré les déchirures, j'ai réussi à transformer une trahison en force. Je n'ai pas gagné une guerre. J'ai trouvé une paix. Et dans cette paix, j'ai bâti ma vraie vie. Tu as aimé cette histoire? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt.